Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. C'est la première du genre en principauté. Le ministre d'État vient d'acter la création d'une e-ambassade de Monaco au Luxembourg. Plus de détails à suivre dans quelques instants. Comme chaque début d'été, la sécheresse menace de nombreux départements et le sud n'est pas épargné. De nouvelles restrictions d'eau sont d'ailleurs en vigueur, notamment en France. Qu'en est-il à Monaco? Comment se réalise la gestion de vos consommations? Le directeur général de la Société monégasque des eaux, Manuel Nardi, nous éclairera à ce sujet. Nous reviendrons sur la mission du Monaco Economic Board à Florence. Plusieurs accords de partenariat ont été signés en Italie. Reportage dans ce journal. À découvrir également dans ce JT le Fab Lab, le dernier laboratoire de Monaco Tech. Et puis nous accueillerons dans notre studio l'abbé Christian Venard pour aborder ensemble la visite officielle du secrétaire d'État du Vatican en principauté, le cardinal Parolin. Mais avant cela, rejoignons Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra, vous allez nous parler de la campagne sérologique qui a démarré dernièrement en principauté. Comment cela fonctionne-t-il ? Bonsoir Émilie, nous connaissons les prises de sang réalisées par les laboratoires de ville pour déceler si nous étions porteurs ou non d'anticorps. Depuis quelques semaines, le gouvernement a lancé une campagne plus poussée grâce au concours du Centre scientifique de Monaco qui permet de savoir si nous sommes porteurs d'anticorps appelés neutralisants, ce qui permettrait de bloquer une contamination. Et comment faire si l'on souhaite se faire dépister? Cela est très simple, Émilie. Il suffit de contacter le centre d'appel Covid. Vous connaissez par cœur le numéro de téléphone maintenant, 92 05 55 00, pour prendre rendez-vous pour une prise de sang. Les résultats sont ensuite transmis par SMS de la même manière que pour les résultats des tests PCR. Oui, des tests réalisés au sein de l'auditorium René 3, tout comme la vaccination, Alexandra. Oui, les centres sont depuis le début du mois de juillet réunis dans un même lieu et l'on rappelle également que la vaccination est à présent disponible pour tous les salariés de la principauté de 50 ans et plus. Merci Alexandra. Autre information, Pierre Dartout s'est rendu au Luxembourg hier pour acter la création d'une e-ambassade de Monaco au Grand-Duché, la première du genre pour la principauté. Le ministre d'État et Xavier Bettel, Premier ministre de Luxembourg, ont signé un accord bilatéral portant sur l'hébergement des données sensibles de Monaco, une première étape vers un partenariat renforcé dans le domaine du numérique. Cette rencontre a également été l'opportunité pour les deux délégations d'avoir un échange sur les plans de relance économique post-Covid en privilégiant trois axes majeurs que les deux pays ont en commun: disposer d'un État modernisé, proposer une économie attractive et durable et réussir sa transformation numérique. C'est le mot que l'on entend souvent malheureusement au début de chaque été. La sécheresse guette notre département. Un épisode qui peut parfois amener à des restrictions, notamment dans notre consommation d'eau. Certains secteurs en France sont déjà en état d'alerte. Qu'en est-il à Monaco? Car le territoire est dépendant de plusieurs sources pour s'approvisionner en eau. Pour le savoir, nous avons contacté le directeur général de la Société monégasque des eaux. Bonsoir Manuel Nardi. Bonsoir Émilie. Il y a eu déjà des indicateurs qui nous amènent à être plus vigilants sur notre consommation en eau. Quelles sont les actions de l'ASMO pour préserver les ressources? Alors effectivement, en période estivale, les consommations ont tendance à augmenter de manière naturelle. Et compte tenu du contexte aujourd'hui de l'été 2021, on a mis en place sous l'autorité de l'État monégasque un certain nombre d'actions qui permettent de garantir la qualité d'approvisionnement de l'eau en principauté et surtout d'avoir un bilan hydraulique global équilibré. Et quelles sont ces actions? Pour ce faire, on a d'abord sécurisé nos propres ressources. Elles représentent à peu près 20% des besoins. Et on a donc installé deux filtres complémentaires sur la source Testimonio, qui, comme vous le savez, subit les activités du chantier du même nom. Et donc, pour être sûr de la conserver et de pouvoir bénéficier à plein de ses capacités, nous avons installé deux filtres qui tournent aujourd'hui depuis maintenant une semaine, de manière à garantir la production 24 heures sur 24. Et puis l'autre aspect, si vous le permettez, c'est d'augmenter un petit peu les capacités de transfert d'une conduite qui est réservée pour Monaco, en provenance de l'Ouest, et qui s'appelle la conduite spécialisée, et qui nous permettra de bénéficier de la quantité maximale de transport disponible. Ces deux éléments nous permettant de garantir qu'on ait une quantité d'eau disponible en principauté pour l'été de manière satisfaisante. Oui, alors on le précise, ce sont des mesures d'anticipation. Il n'y a pas de pénurie à Monaco, hein? Non, il n'y a pas de pénurie, il y a simplement de la vigilance et on a tenu à
j'allais dire, se prémunir contre toute difficulté potentielle. Et donc on a pris ces mesures-là qui sont destinées à renforcer un petit peu la sécurité d'approvisionnement en eau. Et complémentairement à ça, on a aussi mobilisé ou sensibilisé un certain nombre d'acteurs en principauté, de manière à leur rappeler simplement des gestes de bon sens et une saine gestion de la quantité d'eau dont ils ont besoin. Et quels sont ces gestes de bon sens? Alors les gestes de bon sens, c'est de deux ordres. Pour le commun des mortels, le client lambda, il s'agit d'éviter le gaspillage évident de l'eau quand on la laisse couler, d'éviter d'avoir des fuites éventuellement, si on s'en rend compte, de les faire réparer rapidement. Je dis ça parce que régulièrement et quasiment toutes les semaines, je traite ce genre de dossier, donc ça arrive. Et puis par contre, pour les gros consommateurs d'eau qui ont un levier d'action plus important, on leur demande de effectivement gérer leur activité de manière j'allais dire, rationalisée. Et il s'agit notamment par exemple de la SMA, dont on sait qu'ils sont assez consommateurs d'eau. Et ils ont à cette occasion multiplié un petit peu les ressources alternatives et géré de manière plus optimisée probablement les eaux de voirie, de manière à pouvoir économiser un petit peu d'eau et de ce fait augmenter nous notre coefficient de sécurité. De mémoire, Manuel Nardi, la principauté a déjà fait face à une pénurie ou à une sécheresse qui a impacté ses ressources en eau? Non, il n'y a jamais eu de pénurie d'eau en principauté. Il y a eu des sécheresses, oui, il y a eu des canicules en 2003. Pour autant, on a toujours pu préserver un approvisionnement et une production locale qui étaient conformes aux besoins de la principauté. Je voudrais d'ailleurs préciser que depuis les années 2000 où je suis arrivé, la principauté a fait d'énormes efforts de rationalisation de sa consommation, puisqu'on était plus de 6 millions de mètres cubes annuels consommés en principauté en l'an 2000, et qu'aujourd'hui on est à moins de 5 millions de mètres cubes par an, sachant que l'activité économique n'a pas régressé évidemment. Donc ça résulte en fait des efforts constants qu'ont fait les gens, les industriels, les entreprises, l'État monégasque, pour rationaliser notamment l'arrosage des jardinières et l'abandon des climats eau perdus. Enfin, toutes ces actions-là ont eu effectivement un impact considérable, sans oublier évidemment la SBM, qui est parvenue à diviser par presque 2 sa consommation annuelle avec une activité quand même soutenue. Je parle évidemment hors période Covid, sans effet ponctuel lié à ce genre de pandémie. Alors nous l'avons déjà évoqué ensemble sur notre antenne, mais pouvez-vous nous rappeler d'où vient l'eau que nous consommons à Monaco? Oui, bien sûr. Alors l'eau que l'on consomme en principauté trouve son origine, deux grandes origines. D'abord la ressource locale, la production, qui assure à peu près un tiers des besoins annuellement, avec de fortes disparités. En été, peu de production, en hiver, beaucoup plus de production, voire une autosuffisance parfois. Et puis d'un autre côté, des approvisionnements complémentaires qui proviennent de l'extérieur. Et ces approvisionnements eux-mêmes se divisent en deux parties. Une partie de la Roya, qui est minoritaire, de l'ordre de 20%, et une partie majoritaire qui provient de l'Ouest, avec la ressource du Var et la ressource de la Vésubie pour 80%. Oui, vous mentionnez la Roya et la Vésubie, des zones qui ont été dévastées par la tempête Alex en octobre dernier. Il a eu une incidence justement sur l'approvisionnement? Alors, effectivement, vous mentionnez Alex, qui a été un épisode dramatique pour les vallées de la Vésubie et surtout de la Roya. Il y a eu quelques difficultés, effectivement, et notamment une augmentation un peu de la turbidité qui empêche de mobiliser autant d'eau que ce que l'on fait habituellement. Mais de manière générale, on a pu rééquilibrer, c'est les mesures que j'indiquais au tout début de l'interview, on a pu rééquilibrer en mobilisant les ressources de l'Ouest qui sont, elles, disponibles et qui permettent de compenser très largement les difficultés ponctuelles que connaît la Roya. Eh bien, merci beaucoup Manuel Nardi d'avoir fait le point avec nous sur Monaco Info. Je vous en prie, merci à vous. Retour à présent sur la mission du Monaco Economic Board en Italie. Nous vous en parlions hier. Le MEB s'est rendu à Florence avec une délégation d'entrepreneurs monégasques. Plusieurs temps forts ont rythmé la reprise des déplacements tels que la signature de différents accords de partenariat entre le MEB et la Chambre de commerce et de l'industrie de Florence. Plus de détails dans ce reportage réalisé sur place par Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. Après une année noire, l'Italie semble proche de la reprise avec un boom du télétravail imposé par les confinements. La crise sanitaire a mis un coup d'accélérateur à la nécessité de poursuivre l'essor du digital dans le pays. Le secteur du numérique représente d'ailleurs l'un des projets phares du plan de relance, mais l'économie italienne dépend surtout de ses exportations. Sta ripartendo bene, forse meglio di quanto ci aspettassimo. Le aziende, quelle che esportano, si trovano in una situazione molto buona
mentre la domanda interna, quindi il consumo interno sia dei privati ma anche le richieste delle aziende, è ancora un pochino ferma. Après la France, l'Italie est le premier client et le premier fournisseur en termes d'échanges commerciaux avec Monaco. Ce dynamisme économique s'explique par les liens étroits qui unissent les deux pays. Proximité géographique, historique et culturelle. C'est pour cela que le Monaco Economic Board, la Chambre de commerce et la Confindustria de Florence ont signé 2 protocoles d'accord. Beh, questa firma per noi è importante perché è comunque un rapporto di collaborazione tra una città, una regione e uno Stato. Quindi è sicuramente un livello di scambio che servirà a confermare quelli che sono i rapporti comunque già in atto tra i nostri 2 territori. Le développement économique et social de la communauté italienne constitue une part active en principauté, d'où l'importance de renforcer ces relations par des accords de coopération bilatéraux entre les 2 pays. Et toujours dans le cadre de cette mission économique, vous pourrez découvrir dans notre édition de demain un coup de projecteur sur l'incubateur florentin Nana Bianca, l'équivalent de Monacotech ou Monaco Boost en principauté. Justement, Monacotech multiplie ses services. L'incubateur vient de créer un laboratoire destiné à ces startups. Cet espace, accessible en permanence, a été conçu et aménagé pour favoriser les travaux innovants des startups. Le reportage de Charlotte Moreno et Sylvain Péroumal. L'accompagnement sur mesure est la particularité de Monacotech. La preuve en est avec ce laboratoire créé pour s'adapter aux besoins de ces startups et leur permettre de se développer. C'est un laboratoire pour échanger des savoir-faire, pour mettre en commun des connaissances et pour permettre aux startups d'innover, de créer, de tester, de développer leurs produits en vue d'accéder au marché ensuite et de vendre leurs solutions. Le laboratoire est scindé en 2 parties, une zone humide dédiée à la manipulation d'organismes vivants et une partie sèche pour le reste. Du matériel professionnel est à disposition, adapté à chaque secteur d'activité. Pour le moment, 3 startups l'utilisent dans le domaine de la biologie, la médecine et la médecine animale. Alors, ce laboratoire va nous servir à Coralliotech pour fabriquer les molécules coralliennes sur lesquelles on travaille, et notamment toute la matière première qui nous permet ensuite de développer à plus grande échelle ces molécules pour leur commercialisation. Ce magnifique outil va nous permettre de peaufiner la mise au point de notre canule chirurgicale, de faire tous les tests, de peaufiner les tests électriques et électroniques pour que nous ayons les meilleures performances possibles avec notre instrument et de faire des tests les plus performants possibles. On fait de la recherche-développement et de la commercialisation d'implants innovants en chirurgie orthopédique vétérinaire et on utilise notamment cette machine pour faire des tests biomécaniques et mécaniques, pour tester la résistance notamment de nos produits. On a beaucoup besoin aussi dans notre domaine d'utiliser des recherches de biocompatibilité et la partie humide du laboratoire sera très utile à cette issue. Les 3 startups peuvent travailler en même temps sur des projets différents, mais surtout elles partagent leur savoir-faire et peuvent collaborer entre elles. Nous allons développer également dans ce laboratoire un prototype qui va nous permettre de faire évoluer notre système de production. Et ce travail, on le fait en collaboration directe avec la société Surgisafe qui va nous aider sur la partie électromécanique à développer une machine qui va nous servir à nous, mais qui aura aussi un impact positif pour leur propre projet. Le laboratoire évoluera en fonction des projets innovants de Monacotech et pourra accueillir ultérieurement de nouveaux secteurs d'activité. Il est temps à présent de rejoindre notre second invité. Il s'agit du délégué épiscopal à la communication du diocèse de Monaco, l'abbé Christian Venard. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les studios de Monaco Info pour évoquer ensemble la visite officielle du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, qui débute ce dimanche. Tout d'abord, que représente cette visite pour la principauté et pour le Vatican ? C'est d'abord un grand honneur pour la principauté de recevoir le cardinal Parolin. Donc, vous venez de le dire, il est secrétaire d'État de sa sainteté le pape François. Ça veut dire qu'après le pape, c'est le personnage le plus important du Vatican. Il est en quelque sorte Premier ministre du pape. Il suit immédiatement le pape. C'est lui, si vous voulez, qui dirige ce qu'on appelle la curie romaine. C'est-à-dire qu'il est à la tête de tous les ministères
Ici à Monaco, l'équivalent, ce serait notre ministre d'État qui met en œuvre la politique du gouvernement princier. Eh bien, le cardinal Parolin est chargé de cela pour l'Église universelle. Je pense, mais lui le dira mieux que moi sur votre antenne, je pense que pour le Vatican aussi, c'est une manière de montrer son affection, sa proximité d'un État comme Monaco, non seulement pour des raisons, j'allais dire, culturelles, on est quand même très proche de l'Italie, mais aussi pour le fait que notre État monégasque, aussi petit qu'il puisse paraître, est une exception un peu dans le paysage des États du monde, du fait de sa confessionnalité, puisque nous sommes un État catholique. Oui, État catholique, on va y revenir un petit peu plus tard. Cette visite intervient à l'occasion du 40e anniversaire de la signature d'une convention entre Monaco et le Saint-Siège. Concrètement, sur quoi porte cette convention ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des États dans le monde ont ce qu'on appelle des concordats. C'est-à-dire qu'ils signent des concordats avec le Saint-Siège. Ce sont des accords de droit international et qui permettent de gérer un peu les relations entre l'Église catholique et tel ou tel État. Et donc, jusqu'à présent, il y avait une bulle en 1887 par laquelle le pape Léon XIII avait créé, ça n'existait pas jusque-là, un évêché ici à Monaco. Quand il y a des conventions, c'est qu'on vient modifier tel ou tel point de ce qui jusque-là paraissait normal dans les relations entre les deux États. Le point que modifie essentiellement la convention de 1981, c'est que par cette convention, le souverain, à l'époque le prince régnier, a accepter de renoncer à ce qu'on appelle son droit de nomination. Le droit de nomination, c'est ce qui permettait au prince, j'allais dire en quelque sorte, de choisir lui-même l'évêque de Monaco. Alors là, il y a une espèce de renversement. Le prince régnier renonce à son droit de nomination et du coup, c'est le pape qui, comme c'est le cas dans l'immense majorité des pays du monde, c'est le pape qui choisit, lui, l'évêque de Monaco et qui le présente au souverain. Alors, pour remercier d'une certaine manière, le prince régnier d'avoir concédé ce droit au Saint-Siège. Quelques jours après, en 1981, donc c'était en juillet, pareil, le pape, à l'époque Jean-Paul II, a érigé le diocèse de Monaco de diocèse à archidiocèse. C'est pour ça que nous sommes un archevêché. Voilà, c'est un titre honorifique pour remercier Monaco d'avoir redonné au pape son droit de nomination. Et est-ce qu'on peut revenir sur cette spécificité de la principauté d'État catholique? C'est un statut qui est rare dans le monde. Nous sommes un État catholique. Cela veut dire qu'en fait, l'État monégasque dit qu'il appartient à une religion. Ça veut dire qu'à Monaco, l'État entend partager les valeurs, les dogmes qui sont véhiculés par le catholicisme. Et notre État est catholique, ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas une vraie liberté de conscience. Il y a une liberté de conscience pour tous ceux qui habitent Monaco, monégasques ou résidents monégasques, bien entendu. Mais l'État dit, voilà, nous sommes catholiques, l'État est catholique. Je pense que dans un monde très compliqué, qui est ce monde dans lequel nous vivons, l'appartenance claire, sereine à une religion apporte une stabilité à nos institutions qui n'a pas beaucoup d'équivalent à travers le monde. Alors quel sera le programme de la visite officielle du cardinal Parolin? La grosse journée très officielle, c'est la journée de dimanche, avec une messe qui est célébrée à 10h30 à la cathédrale, donc qui est présidée par le cardinal Parolin. Et à l'issue de cette messe, le cardinal et ceux qui l'accompagnent, le nonce apostolique pour Monaco, son secrétaire, vont rejoindre le palais où ils sont reçus en audience par le prince Albert II. Et à la suite de cette audience, comme ça se fait dans les visites d'État, il y a un déjeuner très officiel, un déjeuner au palais. Et ensuite, je crois que dans le programme, le cardinal va visiter la chapelle palatine. Et l'après-midi, il y a une rencontre qui est prévue à 4h, à 16h, dans la cathédrale,
en 2 temps. Le cardinal adressera d'abord un certain nombre de messages aux fidèles catholiques, aux prêtres. Tous ceux qui le veulent peuvent évidemment venir, aussi bien d'ailleurs le matin à la messe que l'après-midi à cette rencontre avec le cardinal. Et la rencontre se terminera par le chant des vêpres, qui sera présidé par le cardinal. Et puis le lendemain, il y a une partie un peu plus privée où le cardinal va visiter le musée océanographique. Il est reçu par le ministre d'État, et puis par le conseiller ministre pour les relations extérieures et la coopération. Et puis il retournera à Rome, je l'espère, avec un souvenir ému de notre principauté. Et que représente cette visite pour les fidèles ? Pour les fidèles, je pense que ça marque aussi cet attachement. Cette visite a été voulue aussi par le Vatican, pour marquer ces liens très étroits. Donc ça montre que Rome, que le Saint-Père, son représentant le plus haut vient, vraiment ont une affection, veulent se sentir proches des fidèles de Monaco. Donc je pense que c'est un honneur, c'est une fierté pour nous de recevoir le cardinal, d'avoir ces liens de proximité et d'amitié avec le Saint-Père. Donc je crois que c'est vraiment un beau moment pour nous tous. Et que nous suivrons bien évidemment. Merci infiniment Christian Venard d'avoir été avec nous pour évoquer ensemble la visite officielle du secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin. Merci. Merci à vous. Et sachez que lundi, nous recevrons le cardinal Parolin sur notre antenne. Ce jeudi marquait le coup d'envoi des concerts d'été au Palais Princier. Des airs de Debussy et Berlioz ont résonné dans la cour d'honneur avant d'être interrompus par une invitée surprise, comme nous l'explique José Sacré. Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a assisté jeudi 15 juillet au premier concert donné dans la cour d'honneur du Palais Princier par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, placé sous la direction de l'un des meilleurs chefs d'orchestre d'aujourd'hui, sinon le meilleur, en tout cas le très médiatique Valery Gergiev. I think of fantastic traditions which include a fantastic cooperation between legendary artists from Russia, here in Monte Carlo, where Serge Diaghilev, for example, and famous César Russe, and but also great French composers, Debussy, Ravel, or Massenet, or Stravinsky, or Prokofiev. So I think this was a golden page in relationships between, for example, St. Petersburg, where I'm coming from, but one of the really golden pages was also written here, where many artists from Mariinsky were continuing to work here and in Europe, here in Monte Carlo, also in Paris. They made phenomenal things, very successful things. Au programme de ce concert de la musique française qu'affectionne particulièrement Valery Gergiev, la symphonie fantastique de Berlioz et le prélude à l'après-midi d'un faune de Debussy. Hélas, après quelques minutes du prélude, la pluie s'est mise à tomber, obligeant les musiciens et leur chef d'un soir à se réfugier à l'abri dans les loges. Après quelques minutes d'attente d'une amélioration annoncée, il a fallu se résoudre à renoncer à poursuivre ce concert pourtant si prometteur. Et prochain concert au Palais Princier ce dimanche, avec notamment la présence des chœurs de l'Orchestre de Paris, en espérant que la météo soit plus clémente cette fois-ci. Culture toujours avec vous, Alexandra Pagny, et ses ateliers proposés pour les plus jeunes. À l'occasion des vacances scolaires, le nouveau musée national de Monaco organise des ateliers journaliers et des stages hebdomadaires pour les 4-8 ans et les 8-12 ans. La semaine prochaine, vous pourrez donc inscrire votre enfant à un atelier de 4 jours de sérigraphie holistique à la Villa Paloma, du 20 au 23 juillet donc, ou du côté de la Villa Saubert, un atelier de 3 jours autour de la bande dessinée du lundi au mercredi. On en parlait il y a quelques jours, la Monaco Art Week se poursuit, Alexandra. Oui, le principe de cette semaine dédiée à l'art est de faciliter l'accès aux expositions et différentes galeries d'art présentes en principauté par le biais d'un itinéraire. Le concept est né il y a 3 ans et regroupe 12 galeries cette année. Vous avez donc jusqu'à dimanche pour les découvrir. Cette information à présent pour les fidèles de la manifestation, la No Finish Line revient dans un nouveau format.
Effectivement, la No Finish Line innove cette année pour plaire au plus grand nombre. Dans ce nouveau format hybride, vous pourrez choisir de vous rendre sur le circuit situé autour du chapiteau de l'Espace Fontvieille, équipé d'une puce de chronométrage, ou d'utiliser, comme l'an passé, l'application pour courir ou marcher de partout dans le monde, à l'exception bien sûr du circuit qui sera réservé, lui, aux personnes munies de puces. Et quelles sont les dates, Alexandra, de cette édition 2021 ? Elle se tiendra du 13 au 21 novembre, notez-le dans vos agendas. C'est noté. Jetons à présent un coup d'œil sur les prévisions météo. Quel temps est prévu pour ce début de week-end ? Après les averses de ce vendredi, le temps devrait s'éclaircir pour samedi. Il faudra tout de même compter sur quelques passages nuageux. Les températures seront bien plus élevées que la veille, avec 29 degrés d'annoncés au plus chaud de la journée. Et en ce 17 juillet, nous fêterons les Charlottes. Merci Alexandra et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Parmi les événements du week-end à retenir, le rassemblement de Fiat 500 sur le port Hercule demain à partir de 10h. Et puis cette vente aux enchères prestigieuse de casques à la collection de voitures de son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco. Illustration en photo avec Michael Alési. À demain samedi pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Excellente soirée à tous.